Salut à tous, donc voilà ma troisième vidéo sur la série Comprendre et démarrer en crypto, bien que celle-là concerne tout le monde. Concerne davantage tout le monde en tout cas. À savoir, que se passerait-il pour mon argent en banque standard je veux dire, si un tsunami financier venait à arriver? Est-ce qu'un tel événement pourrait arriver déjà? Et ma fameuse garantie des 100 000 euros par banque et par tête, est-ce que ça me protégerait? Et du coup, est-ce que la crypto-monnaie pourrait être un bon refuge? Et si oui, quoi, où, quand, comment faire, quelle crypto choisir, etc. Et du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre le plus simplement et le plus clairement possible à toutes ces questions avec mes connaissances et à ce jour. Les choses changent vite en ce moment dans le monde, les news aussi, les lois, donc ce que je raconte peut légèrement changer dans le temps. Et ce sera à vous de voir ensuite ce que vous aurez envie de faire avec ces infos. Je rappelle que je donne juste mon avis, un avis que je pense être objectif, et c'est toujours vous qui êtes maître et responsable de vos propres décisions et choix. Alors, pour commencer, et on l'a vu en 2008, pendant la fameuse grosse crise, énormément de gens ont vraiment perdu leur argent, pour de vrai. C'est donc la preuve qu'un événement financier conséquent peut avoir un impact considérable sur nos avoirs en banque. Et je vous l'accorde, c'est pas du tout normal, mais c'est ce qui s'est passé. Une banque est censée conserver notre argent, et il n'y a aucune raison qu'elle le perde. Mais la vérité, malheureusement, c'est pas ça. Votre argent ne dort pas tout simplement à la banque. Une bonne partie est placée sur des marchés plus ou moins risqués par les banques. Alors quand tout va bien, tout va bien. Et en plus, ils se font des intérêts sur notre argent. Et quand tout va mal, c'est là que ça se complique. Parce que oui, ils ont droit de fermer. C'est plutôt simple pour eux. Comment perdre à ce jeu-là quand on est une banque? C'est un peu comme si vous me donniez votre argent pour que je le parie en bourse. Si je gagne, je prends les bénéfices et je vous laisse le capital. Et si je perds, vous l'avez dans l'os. Ce serait pas super fair-play, non? Eh bien, c'est exactement ce que font les banques, sachez-le. Donc, effectivement, point numéro 1, votre argent à la banque, c'est pas vraiment le vôtre. Et je suis désolé de vous dire ça, mais si la banque peut partir avec, c'est que cet argent, c'est pas le vôtre. Donc ça, ok. Ensuite, heureusement, il y a le fonds de garantie de l'État. Mouais. Celui-là, j'en ai déjà pas mal parlé dans une précédente vidéo que je vous remets ici en haut à droite. Donc, vous retrouvez la vidéo ici sur ma chaîne YouTube. Il y a les preuves, les calculs, les chiffres et les documents officiels à l'appui. Mais en gros, ce fonds de garantie est une arnaque mentale parce qu'il n'y a rien dedans. Je dis mental parce que c'est juste là pour nous rassurer. Ça ne couvrirait même pas 1% de nos pertes en cas de problème. Ça nous permet juste de nous sentir en confiance avec nos 100 000 euros à la banque. Donc je vous recommande vivement de regarder cette vidéo sur le fonds de garantie, c'est absolument hallucinant. Donc si je résume, premièrement, mon argent n'est pas à moi, justement parce que la banque peut partir avec. Et deux, on me promet un fonds de garantie de l'État pour mes comptes, mais il n'y a pas d'argent dans ce fonds, ça promet. C'est le cas de le dire cette fois. Alors je vais adoucir la situation en disant que, à mon humble avis, en cas de crise, il y a de fortes chances que les États viennent à la rescousse pour essayer de sauver le système, entre guillemets, avant même d'avoir besoin de ce genre de fonds de garantie presque vide. Cela dit, si on retrace les événements de 2008 aux US, nombreux ont perdu leur argent. C'est pour ça aussi que le fonds de garantie a été mis en place. Bref, c'est une idée intéressante quand on sait que les banques jouent avec notre argent, même si c'est pipeau. Et c'est clair, on est d'accord, dans un monde moins foireux, les banques ne devraient pas jouer avec notre argent. Donc si je résume et que je conclue ces quelques points, finalement, l'accès à notre argent en cas de problème n'est vraiment pas garanti. Alors, que faire? Est-ce que la crypto-monnaie peut m'aider? Allez, je vous fais une réponse courte, oui. Mais ne vous inquiétez pas, je vais étayer. Là aussi, vous trouverez beaucoup d'infos sur cette vidéo. En fait, la première grande différence réside dans le fait que les comptes que vous possédez en crypto vous appartiennent à 100%. En tout cas, vous avez le choix. Comme j'expliquais dans une vidéo précédente, vous avez le choix de mettre vos avoirs en crypto sur un échange centralisé ou sur un portefeuille qu'on appelle froid et qui, lui, est 100% à vous. Donc globalement, dans le monde d'aujourd'hui qui est centralisé, ce sont les banques qui ont le pouvoir sur notre argent, qui sont propriétaires de notre argent, et les transactions sont lentes et coûteuses. Dans le monde de la crypto-monnaie, chacun peut avoir le pouvoir sur son argent, il y a une certaine liberté et il y a des transactions rapides et peu coûteuses. Et je vous remets aussi un lien vers cette vidéo ici en haut à droite. Et je vous conseille évidemment de toutes les regarder si vous ne comprenez rien en crypto. Il y a aussi celle-là qui vous explique les différences entre stocker votre argent sur un portefeuille froid, donc comme on appelle ça un cold wallet, c'est-à-dire un portefeuille qui vous appartient à 100%, ou stocker vos avoirs un peu comme en banque actuellement sur des plateformes centralisées, où là finalement vous avez un peu le même problème qu'en banque, c'est-à-dire que l'argent, c'est la plateforme qui le détient pour vous, mais s'il y a un problème, c'est pas vous qui avez votre argent. Là aussi, je vous mets un lien en haut à droite vers cette vidéo que je vous conseille vivement. Donc, pour résumer, en crypto, on a le choix. On peut confier notre argent à un système, vu comme l'équivalent d'une banque, ou être sa propre banque. Et l'un n'est pas plus compliqué que l'autre. Je ne vais pas tout redétailler ici, puisque vous avez les liens vers les autres vidéos.
Donc si vous demandez de quoi je parle, rendez-vous sur les vidéos que je vous mets en haut à droite. Pour résumer, vous détenez votre crypto et personne n'a le contrôle dessus à part vous. Si vous êtes en cold wallet, si vous êtes en mode votre propre banque. Et ça, c'est non négligeable. Alors la contrepartie à ça, c'est que c'est vous qui détenez la clé du coffre. Ces fameuses clés privées qui sont des clés numériques, donc une suite de chiffres et de lettres, que vous devez bien garder et sécuriser et surtout ne pas perdre, parce que si vous le perdez, vous perdez l'accès à votre porte-monnaie. Donc dans le cas d'un échange centralisé ici, c'est l'échange centralisé, donc l'équivalent de la banque comme aujourd'hui, qui va le garder pour vous, et vous accédez avec un email, un login, un numéro de téléphone, un mot de passe, etc. Et si vous perdez ce mot de passe, vous avez des procédures pour le récupérer. En revanche, dans le cas du cold wallet, donc le portefeuille froid, là, vous êtes votre propre banque, c'est vous qui détenez votre clé privée, et c'est à vous de vous assurer que personne ne va tomber dessus, qu'on ne va pas vous la voler, et que vous n'allez pas la perdre. Si vous perdez cette clé, vous perdez aussi l'accès à votre compte, et plus personne n'y aura accès, sauf ceux à qui vous auriez confié cette clé privée. Donc, grâce à la crypto, vous gagnez le contrôle sur vos avoirs, mais comme on dit, à grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, pour résumer jusque-là, premier gros avantage, vous laissez plus votre argent aux mains d'une banque, mais vous possédez pleinement votre argent. Ok, maintenant la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est risqué? Est-ce que je prends des risques en mettant mon argent sur la crypto-monnaie? Et là, je répondrai plus mitigé en disant oui et non, ça dépend. Alors, vous êtes bien avancé à ce niveau-là. En fait, il y a deux types de crypto-monnaies. Celles qui vont osciller finalement en fonction des événements, des news, etc. Et ça, vous en entendrez parler à la télévision en disant qu'elles sont risquées. Et on peut voir une liste de ces cryptos ici, sur le site qui s'appelle coinmarketcap.com. Vous avez la liste de toutes les cryptos. Donc il y a les cryptos qui oscillent et il y a celles qui sont dites stables. En gros, elles sont indexées sur le dollar, et stable ici veut donc uniquement dire que ces cryptos valent 1 dollar. On a par exemple le USDC ici, qui vaut 1 dollar. Donc il fluctue légèrement autour de 1 dollar, mais le but c'est qu'il vale 1 dollar. Ça va donc varier exactement comme le dollar. En somme, si vous décidez d'acheter une crypto stable, donc comme ce USDC, il y a aussi le BUSD ou le USDT, c'est comme si vous échangiez vos euros contre des dollars. Mais cette fois, avec le choix de posséder vos propres fonds, contrairement au fait d'acheter des dollars dans une banque. Alors, à ce jour, il n'existe pas, à ma connaissance, de crypto indexée sur autre chose que de l'USD, comme l'euro par exemple. C'est assez étrange, mais c'est probablement parce que les monnaies numériques de banque centrale vont arriver, laissant par exemple l'euro standard derrière au profit d'un euro numérique qui sera finalement qu'une crypto euro. Je pense que le dollar crypto a aujourd'hui été choisi, étant donné que le dollar représente encore aujourd'hui la plus grosse monnaie sur le marché. Du coup, par exemple, si vous optez pour mettre vos 100 000 euros qui ne sont pas vraiment protégés dans une crypto stable, vous pouvez faire le choix d'être le propriétaire de ces dollars et que personne ne puisse vous les retirer. Donc voilà l'avantage que peut offrir la crypto sans que ce soit trop risqué. Maintenant, on est d'accord, si le dollar s'effondre, ça s'effondre avec. Si maintenant vous choisissez d'échanger vos euros contre des cryptos non stables, donc celles qui fluctuent, alors évidemment, il y a un risque de baisse, mais aussi de hausse. Revenons un peu sur des courbes. Par exemple, ici, le Bitcoin. Voilà sa courbe depuis le début, donc il y a eu des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, etc. Et l'erreur, mais c'est ce que font beaucoup de débutants, c'est d'acheter quand c'est en train de s'envoler. Puisqu'il y a une euphorie globale, tous les médias se mettent à en parler, tout le monde se met à croire qu'ils ont raté l'opportunité, et tout le monde rentre ici, mais c'est absolument pas là qu'il faut rentrer. Il faut rentrer dans des moments comme maintenant, où on est à nouveau revenu sur des niveaux bas. On est d'accord, c'est pas sexy, tout le monde en parle comme si c'était super risqué, mais c'est justement là qu'on achète à des meilleurs prix. Donc faut clairement acheter dans des zones basses comme ici, et revendre quand ça va décoller. En fait, quand tout le monde en parle et que votre tante et votre coiffeur commencent à vous dire d'en acheter, c'est là qu'il faut commencer à en vendre. En ce moment, on est dans une période relativement bonne pour les achats, et cette période va diminuer drastiquement les risques, et du coup augmenter un potentiel de gain. Alors, en toute transparence, j'ai mis un dernier warning quand même sur les cryptos stables, parce qu'il y en a qui ont perdu leur stabilité, ça s'est vu. A priori, la stabilité a été retrouvée ensuite, mais juste pour dire que le risque zéro n'existe pas, mais ça, tout comme avec votre banque standard. Par exemple, si je vous montre ici le USDC sur un peu plus longtemps, voilà, on voit ici qu'il y a des fluctuations en dessus et en dessous de 1 dollar, qui ont été brèves et pas très importantes celles-là, donc ça s'est vite restabilisé, mais il y a eu d'autres cryptos qui ont perdu beaucoup plus. Par exemple, ne serait-ce que l'USDT, qui lui est arrivé même à 0,9 presque, et depuis il est plutôt stable. En tout cas, il y a bien une possibilité d'acheter des cryptos qui sont adossés au dollar, et donc beaucoup moins risqués si vous considérez que les cryptos standards ont un risque. Alors ok, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la crypto, hormis tout simplement la stocker pour pas la laisser en banque? Donc pour l'instant, je vous l'accorde, c'est hyper spéculatif.
Vous achetez, vous attendez. Mais ça peut aussi représenter une forme de protection, du fait des cryptos stables. Et il y a même des cryptos indexés sur l'or, c'est-à-dire qu'elles vont valoir la valeur du cours de l'or. C'est le cas par exemple de Pax Gold. Ça, c'est une crypto-monnaie qui vaut exactement le cours de l'or. Donc si par exemple vous avez plus confiance dans l'or que le dollar, ça peut être un choix de crypto-monnaie. Bien que spécifiquement pour l'or, je suggère d'acheter de l'or physique plutôt que de posséder de la crypto-monnaie qui vaut de l'or, qu'on appelle de l'or papier. Même si là il est numérique pour cette fois. Bon, enfin vous avez compris. En tout cas, ça reste assez compliqué aujourd'hui de payer avec de la crypto dans le monde réel entre guillemets. Demain, quand la crypto va prendre de l'essor et une réelle utilité sur le marché, il est fort à parier qu'on pourra tout faire avec. Payer, investir, prendre des crédits. Et tout ça, c'est déjà possible aujourd'hui, c'est juste que c'est pas répandu. Vous pourrez acheter votre maison et votre voiture, etc. Et au niveau des achats et dépenses, c'est déjà un peu le cas avec les cartes bancaires crypto. J'y reviens un peu plus loin. Aujourd'hui, nos monnaies standards, comme l'euro, le dollar, le yen, la livre, etc., sont des références. Mais quand demain la crypto sera la référence, ça va tout changer. On n'aura plus besoin de rééchanger nos crypto-monnaies contre des euros ou des yens ou des dollars pour en faire quelque chose. C'est un pari à faire maintenant et personnellement, moi, je le fais. Alors, est-ce qu'on doit croire en la crypto sur le long terme? Ma réponse, qui me regarde complètement, elle est clairement oui. C'est une techno qui dépasse de loin ce qu'on a dans le système bancaire actuel et qui laisse le choix de passer par des intermédiaires ou de devenir sa propre banque. C'est un peu ce que je racontais ici. Sur les bonnes cryptos, les transactions sont plus rapides, ça prend quelques secondes seulement, beaucoup moins cher et n'ont pas de limite de frontières. Vous pouvez envoyer de la crypto à n'importe qui, n'importe où, ça prendra le même temps et aura le même coût. Pour la meilleure crypto que je connaisse à ce jour dans le domaine du transfert de fonds, XRP est sûrement sur la plus haute marche du podium, avec des transactions en 4 secondes ou moins et des frais de l'ordre d'un centième de centime. Donc pour ceux qui ont du mal à se rendre compte, ça veut dire qu'il vous faudrait 100 transactions pour que ça vous coûte 1 centime. Cette techno permet à chacun d'être sa propre banque, je me répète mais c'est important, et on n'a plus besoin des banques pour transférer nos fonds. On peut transférer des fonds directement de votre portefeuille à celui de votre destinataire. Donc pour moi, c'est clairement l'avenir. Et enfin, et on le voit de plus en plus dans les news, les banques centrales sont en train d'adopter la crypto. D'ici peu, chaque banque centrale délivrera sa propre monnaie, comme l'euro numérique par exemple, qui sera une crypto. Donc oui, je pense que c'est l'avenir. En tout cas, dans un futur pas si lointain. Puis s'en suivra sûrement le revenu universel de base et la suppression de l'argent. Mais là, on n'y est pas encore, il va falloir que les mentalités changent d'abord. Alors, je reviens sur les cartes bancaires crypto et les taxes, puisque beaucoup me posent souvent la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec sa crypto et surtout quelles sont les taxes associées? Alors, j'en parlais dans une vidéo précédente, que je vous remets aussi ici en haut à droite. C'est possible aujourd'hui de payer en CB, CB qui débite directement sur vos cryptos. En somme, vous possédez des cryptos et vous pouvez, selon le service, acquérir une carte bancaire. Vous utiliserez alors votre CB comme une CB standard, ça payera en euros et ça débitera votre crypto-monnaie. Et les cryptos débités sont paramétrables et ordonnables, entre guillemets, pour savoir laquelle vous débitez d'abord et laquelle ensuite. Du coup, c'est super pratique et ça permet déjà maintenant d'utiliser sa crypto. Regardez cette vidéo aussi, ça explique tout et même comment en obtenir une. Alors, quiz des taxes. Donc là, ça dépend des pays, donc il faudra vous renseigner selon où vous vous trouvez. Mais la France, dans sa grande débilité, a décidé de taxer les plus-values de crypto. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, étant donné que ce sont des devises et non des valeurs mobilières. La Suisse, par exemple, ne taxe pas les devises, donc pas la crypto. En France, si vous échangez vos euros contre des yens et que vous faites une plus-value, vous n'êtes pas taxé. C'est un simple échange de devises. Mais si vous échangez vos euros contre une crypto et que vous faites une plus-value, alors là, vous serez taxé à 30% sur la plus-value, alors que c'est aussi une devise. Pourquoi? Mystère. Probablement qu'ils ont vu qu'il y avait du fric à se faire. Pour la CB, malheureusement, c'est le même topo. Si vous n'avez pas fait de plus-value, il n'y aura pas de taxe. Et si vous avez fait une plus-value, ce que vous payez en CB rentre dans le cadre de la plus-value et est censé être taxé. Je vous dis pas le bordel. Voilà, donc là, vous savez à peu près ce qu'il faut savoir, avec les vidéos annexées aussi, pour être en mesure de faire un choix éclairé. À vous de voir maintenant. Et ne restez pas bloqué à ne pas démarrer si vous pensez que c'est, ou considérez que c'est trop compliqué, ce serait dommage. Faites un vrai choix, même si ça requiert d'oser la technologie. Alors finalement, pour ceux qui veulent se lancer, comment ça se passe concrètement pour posséder de la crypto? Là aussi, je vous ai fait une vidéo sur comment démarrer rapidement et simplement, et notamment en passant par la plateforme centralisée Kraken. Donc la première étape à faire, c'est d'ouvrir un compte sur une plateforme centralisée qui vous permettra d'envoyer des euros pour les échanger contre de la crypto. Et vous pouvez faire ça en suivant le tuto que je vous mets en haut à droite, et c'est exactement cette vidéo. L'équivalent dans le monde que vous connaissez, c'est de créer un compte bancaire, dans une banque standard. Et dans un premier temps, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Juste avec ça, vous allez pouvoir envoyer des euros, les échanger contre de la crypto, et donc posséder de la crypto, qu'elle soit stable ou pas stable. Ensuite, si vous voulez mettre votre argent à l'abri, et c'est un peu le but de cette vidéo, il va vous falloir un portefeuille froid. Et là, je vous suggère le Decent, que je trouve être le mieux aujourd'hui. Il existe sous forme d'appareil physique sur lequel vous allez mettre votre empreinte digitale pour valider les opérations, ou sous forme de carte que vous validez avec le mobile. Là aussi, il faut simplement se lancer. Et si vous avez un doute, commandez toujours sur le site officiel. C'est une question de sécurité pour vos cryptos. Et je vous ai mis des liens partenaires avec des réductions en description de ma vidéo, sous la vidéo. Donc il existe différents types de portefeuilles froids, et là aussi, regardez ma vidéo sur le sujet. C'est cette vidéo-là où je vous explique les différents types de portefeuilles et comment les choisir. Et une fois que vous possédez un portefeuille froid, il faudra transférer votre crypto qui est sur la plateforme centralisée, donc ici Kraken pour l'exemple. Pour rappel, c'était la première étape, celle où vous êtes inscrit sur la plateforme. Donc il va vous falloir transférer votre crypto-monnaie depuis cette plateforme vers votre portefeuille froid. Et là aussi, vous suivez le guide sur cette vidéo. D'ailleurs, je vous ai remis tous les liens avec mes vidéos et des titres en description de la vidéo. Et enfin, si vous voulez une CB qui va débiter votre crypto, il va vous falloir choisir un prestataire qui gère ça. Alors, il y a plusieurs prestataires, mais par exemple, vous avez Binance ou Ledger. Par exemple, ici, vous avez donc Ledger, la carte bancaire sur Ledger. Et ça, c'est une vidéo où je vous explique comment acquérir et utiliser la carte bancaire sur Ledger. S'il me permet de le faire encore, je vous remets le lien en haut à droite. Et sinon, vous le trouvez en description de ma vidéo. Et vous avez aussi la carte sur Binance, qui est un échange centralisé aussi, comme Kraken. Et là aussi, vous avez cette vidéo que je vous remets en haut à droite et qui est un tuto sur comment démarrer avec Binance et utiliser la carte bancaire. En tout cas, ne vous sentez pas submergé, chaque chose en son temps, faites les choses pas à pas et votre première étape est juste de créer un compte sur Kraken ou Binance par exemple et ensuite d'envoyer vos fonds sur votre portefeuille. Ensuite, d'envoyer des euros, d'acheter de la crypto, là aussi, suivez simplement les tutoriels que je vous ai mis et ensuite, vous allez envoyer vos crypto-monnaies sur votre portefeuille froid quand vous en aurez un. Et vous avancez étape par étape. Alors maintenant, vous allez me dire quelle crypto acheter. Et là, bienvenue dans la jungle. Je dis ça parce que c'est la grande question. Quelle crypto choisir, laquelle va monter, laquelle va survivre, laquelle va être utilisée, etc. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, faut se renseigner. Je vous donne juste la liste de mes préférés. Alors je mets juste Bitcoin devant parce que c'est la première, parce que c'est là où il y a le plus de chances que ça monte. C'est probablement la moins risquée, mais c'est loin d'être ma préférée, d'ailleurs j'en ai pas et je pense pas que j'en prendrai. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'elle a une si forte utilité et je pense qu'elle a déjà joué pas mal de son potentiel. Et du coup, mes préférés seront XRP, XLM, XDC, HBAR, HBAR et QNT par exemple. Alors pourquoi ces cryptos en particulier, à part Bitcoin? Parce qu'elles implémentent toute la norme ISO 20022, qui est la nouvelle norme du nouveau système financier qui s'en vient et qui utilisera la crypto. C'est donc pour moi les cryptos les moins risqués et qui ont le plus de chances d'être massivement utilisés. Pareil, je l'ai déjà dit, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais achetez bas et vendez haut. Jamais l'inverse. C'est clair que quand il faut acheter, c'est moins sexy, mais c'est là que c'est rentable. Ça devient sexy quand il faut vendre. C'est la dure loi de ce genre de marché que vous apprendrez à vos dépens si vous n'écoutez pas ce que je viens de dire. Et maintenant, c'est à vous de jouer.